C'est ça. Effectivement, c'est les trois là. Est-ce que ce sont vos signatures? Ce sont mes signatures. Quand je suis venu directement, ils m'ont fait présenter ça. Ce sont vos signatures? C'est mes signatures. Mais ce qu'il a dit là-dedans, c'était pas. C'est bon, attendez la question. Voilà. Demandez-lui de se décoiffer. Voilà, dites aux gens en rentrant de se décoiffer, s'il vous plaît. Vous confirmez que ce sont vos signatures, Monsieur PV? C'est mes signatures. Mais ce qu'il a dit là-dedans, je pense comme ça, je l'ai dit. C'est ça. Je poursuis mon interrogatoire, Oui. monsieur. Vous avez dit, c'est du président d'Addis que j'ai appris la désignation de Thiebro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Vous le confirmez? Que vous avez eu un échange avec le président d'Addis au cours duquel il vous a tenu cette déclaration-là? Quand le moment où je suis parti me reposer, quand je suis retourné, je suis revenu maintenant pour en parler, il dit que pour la désignation, il dit le colonel Thiebro plus les policiers, eux étaient au stade. Voilà. Aussi, vous avez déclaré ce qui suit. Je lis tel que c'est écrit. De ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président d'Addis qui l'a envoyé ou pas. Seulement, je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Est-ce que vous avez dit ça au président d'Addis? Non, non, non. Vous avez dit ça aux officiers enquêteurs, j'allais dire. Bon. Le contenu de votre conversation avec le président d'Addis. Ah bon, moi je ne me retiens pas. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas. Tout à l'heure, on vous faisait état des déclarations de certaines parties civiles qui vous indiquaient formellement, soit pour vous avoir vu au stade du 28 septembre et alentour, soit pour le cas des pillages ou bien le cas de détentions arbitraires. À tout cela, vous avez dit que ce ne sont que des contre-vérités. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. Il y a une partie civile qui a été entendue par le pool des juges d'instruction le 18 mars 2010 à 12h54. Il s'agit de Diallo Djumabobo. C'est la cote 806 pour vos avocats. Il indique ceci. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir, avez-vous pu identifier certains de ces agresseurs, il répond, en toute franchise, je n'ai pas pu les identifier. À ce que je sache, ce sont des bérets rouges. Je continue. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h30 à 17h, Claude Pivy est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. Une autre question des juges d'instruction.
En dehors du groupe de PIVI, avez-vous vu d'autres officiers? Non, encore une fois, sauf PIVI et ses éléments. Lui aussi, il ne dit pas la vérité, M. PIVI. C'est pas vrai. Décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Ah. Une autre partie civile, Abdourahim Diallo, qui a été également entendu par le pôle des juges d'instruction le 19 décembre 2012 à 10h05, c'est la cote 1140 pour vos conseils. Lui aussi, il déclare ceci, suite à une question posée par le pôle des juges d'instruction. On lui a demandé, pouvez-vous identifier vos assaillants? Sa réponse, oui, je n'ai pu identifier que Claude PIVI, qui donnait des instructions aux bérets rouges d'agir sauvagement contre moi. Question, êtes-vous prêt à une confrontation avec PIVI? Oui, je suis fin prêt. Est-ce que vous avez donné des instructions aux bérets rouges, vos hommes donc, de tabasser certains manifestants? Non. 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 Cet autre aussi, cette énième victime-là, aussi ne dit pas la vérité. C'est pas vrai. Vous avez dit que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Monsieur Abdraman Baldé, un enseignant de son État, dit tout le contraire. Il a été auditionné par les juges d'instruction le 16 octobre 2012 à 10h35. Il était au stade et il dit vous avoir vu avec ses deux yeux. Voici sa déclaration. Avez-vous pu identifier un de vos agresseurs? Ça, c'est dans l'enceinte du stade. Sa réponse, je n'ai reconnu que PIVI car il m'a donné un coup de crosse dans le dos. Claude PIVI, venez à la barre. Est-ce que vous voulez vous asseoir toujours? Allez-y. Dès que vous avez besoin de quelque chose ou vous ressentez la fatigue, informez le tribunal. Merci. La parole a été avec le ministère public pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Bonjour, Monsieur PIVI. Bonjour, Monsieur Assesseur. Bien. Vous êtes en forme? Très bien. D'accord. Alors, on va continuer avec nos questions. Quel est votre niveau d'études? Vous avez étudié jusqu'à quelle classe? Le premier? Votre niveau d'études, vous êtes limité à quel niveau dans les études? Bon, je me suis limité à 11e année. 11e année. Ouais. D'accord. Et en 85, vous avez accédé à l'armée par voie de concours ou bien par cooptation? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a pris, on vous a intégré? Bon, j'ai accédé dans l'armée à travers le sport. À travers le sport? Oui. C'était à cause de vos exploits là qu'on vous a intégré dans l'armée?
Oui, parce qu'en 85, je fus le champion d'Afrique avec médaille d'or. Donc quand je suis rentré dans le pays, pour que je bénéficie, ils m'ont demandé ce que je peux faire. J'ai demandé que je veux rentrer dans l'armée pour pouvoir former nos collègues militaires. Et au sein du camp Alpha Yaya, est-ce qu'il y a un cimetière là-bas? Non, il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. Dans toute la cour du camp, il n'y a pas de cimetière? Il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. D'accord. Par rapport à la libération des détenus au niveau de la prison civile de Koya, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes rendu là-bas, vous avez vu une dame qui était juge de paix à Koya? Bon, ça je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas avoir échangé avec une dame qui était juge de paix là-bas à cette époque? À Koya, un moment, je suis parti pour la libérer, un jeune. Et ça, c'était tout récemment là, tout récemment. Ça fait pas 4 mois comme ça. Donc vous vous êtes rendu à la police civile pour faire libérer un jeune? Oui, en passant par la police judiciaire de Koya. D'accord. Et à cette époque, j'insiste là-dessus, vous n'avez pas vu une dame juge de paix? Oh non, je ne me rappelle pas. Qui avait même appelé général Sekouba Konaté, signaler votre présence là-bas? Non, ça c'est pas moi. Ce n'était pas vous? Sûrement c'est pas moi. D'accord. Et votre interrogatoire devant les magistrats instructeurs, l'avocat était présent à vos côtés? C'est ici, à l'interrogation qui s'est passée ici, que je suis venu avec mon avocat. Oui, au moment où les juges d'instruction vous recevaient, un avocat n'était pas à côté de vous? Il n'y avait aucun avocat? Au niveau d'ici? Des juges d'instruction. J'étais avec Maître Béa. Il était présent? Oui. Vous avez fait toutes vos déclarations en sa présence? À sa présence. Et vous avez apposé votre signature? Bien sûr. En sa présence? À sa présence. Merci bien. Et au niveau des officiers de police judiciaire, est-ce qu'on vous a contraint pour apposer votre signature? Ou bien vous avez fait librement? J'ai dit, quand je suis venu, ils m'ont montré le dossier, j'ai signé. On ne vous a pas obligé? Non, non. Vous l'avez fait librement? Non, c'était dans une précipitation quand je suis venu seulement. Ils sont non, venus. Je veux dire, est-ce qu'il y avait une contrainte sur vous ou bien vous avez signé librement? Non, il n'y avait pas de contrainte sur moi. D'accord. Et vous savez que cette signature-là vous engage? Bon, c'est ici que maintenant j'ai vu certaines phrases là-dedans que j'ai dit que c'est pas moi qui a dit ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi avant de signer, il fallait lire. Et puisque vous avez lu, le contenu vous engage. On est d'accord? Bon, pour le côté de signature, là, je suis d'accord. Merci bien. Et dans vos attributions en tant que ministre de la Sécurité chargé, ministre à la présidence chargé de la sécurité, est-ce que on vous a dit que vous aviez le droit de procéder à des interpellations dans les quartiers? Comme j'ai bien dit la fois hier, j'ai dit que j'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle sans portefeuille. Donc, c'est ça seulement que des consignes du chef de l'État que j'ai exécuté, la plupart. Bien, chaque fois que vous devrez vous rendre dans les quartiers pour procéder à des interpellations, est-ce que vous recevez un ordre de mission ou un ordre verbal? Quand il y a des ordres, le plus souvent, si c'est à partir de Conakry, je trouve c'est les ordres verbaux du président. Oui. Des ordres verbaux.
Au niveau de Conakry. Au niveau de Conakry. Voilà. Et si c'est à l'intérieur? Bon, si c'est à l'intérieur, là, on a des ordres de mission qu'on nous Bien. donne. Et tout ce que vous posez comme acte, est-ce que vous rendez régulièrement compte à votre supérieur hiérarchique? À chaque retour de ma mission, je rends compte au chef, le président de la République. Il était au courant de tout ce que vous faisiez dans les quartiers? Partout qu'il nous envoyait pour les missions, quand on finit, on vient, on le rend compte. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de l'humiliation que le général Toto a subie au sein du camp Alpha Yaya? Effectivement, ce jour-là, moi, j'étais dans mon bureau. Ils m'ont fait savoir, ils sont venus me dire que il y a le commandant Toumba et ses hommes qui ont agressé le général Toto en bas de 32 escaliers à la rentrée de camp Alpha Yaya. Oui. Effectivement. Vous avez été là-bas? Non, bon, je n'ai pas. Avant que je bouge, à toi qu'ils ont quitté. Bien. Hier, en répondant aux différentes questions de vos avocats, vous aviez dit que vous vous étiez rendu à Kalea pour désarmer les jeunes qui étaient là. C'est vrai? Bien sûr, ça c'était au temps de la transition avec le général Sekouba. Bien. Donc, il y avait eu effectivement des recrutements à Kalea. C'est le jour-là que moi je suis rentré, je vous ai bien dit, à 22 h, à l'ordre du général Sekouba, lorsque les jeunes se sont mal comportés là-bas, il a donné l'ordre au chef d'état-major du temps, qui était Noukam, il a eu peur d'aller. Voilà. Maintenant, il m'a ordonné d'aller, et vic-vac, il faut aller désarmer les jeunes. Bien, donc, je veux savoir avec vous, vous êtes convaincu qu'il y a eu des recrutements à Kalea? C'est le jour-là que moi j'ai été, j'ai vu des jeunes oui, là-bas. Là où vous êtes convaincu qu'il y a eu recrutement à Kalea, non? Même avant, j'ai attendu qu'il y avait des recrutements là-bas. Merci beaucoup. Même avant. Et au niveau du bâtiment qui faisait office de votre bureau, est-ce qu'il y avait un conteneur juste à la devanture, conteneur couleur orange? Il n'y avait pas de conteneur. C'est maintenant là que, comme on est en train d'arranger le camp, ils ont envoyé un conteneur là-bas. Maintenant là. Le temps là, je n'ai pas remarqué la présence d'un conteneur. Au moment où vous étiez là, il n'y avait pas de conteneur? Non. À côté de mon bureau, il n'y avait pas de conteneur. Dans ce conteneur, on ne gardait pas les citoyens? Il n'y avait pas de conteneur là-bas. Comment on va garder les citoyens là-bas? Vous vous souvenez du chef du quartier de Samatara? Non, je ne me souviens pas. Il avait fait 2 semaines dans vos locaux là-bas. Ah, peut-être que ça serait, paix à son âme, c'est Issa là-bas, mais pas chez moi. Bien. Parce que c'est là où on faisait les conflits. Et même après les événements du 28 septembre, certains citoyens qui avaient été enlevés au niveau du stade avaient été séquestrés dans ce conteneur. Pas chez moi là-bas. Pas chez vous? Pas chez moi. Dans tout le camp. Et je n'ai pas vu encore quelqu'un qui est incarcéré quelque part là-bas. Dans tout le camp à cette époque-là, il n'y avait pas de conteneur? Ah, je ne peux pas déterminer qu'il n'y avait pas de conteneur au camp. Le conteneur peut se trouver dans les autres côtés, mais moi je parle de chez moi, il n'y avait pas de conteneur là-bas. Bien. Avez-vous une société qui s'appelle AES? Bien sûr. La société est où? La société est là. Et elle fait quoi, cette société? C'est un service de gardiennage. Et ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires? Non. C'est des civils. Les jeunes recrues de Kalea non. ne sont pas au sein de cette société? Non. C'est des jeunes civils, comme on prend dans les quartiers, ainsi de suite, on les aide à... Ils n'ont jamais été militaires? Non. Bien. Je vais vous faire lire les déclarations du lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolno. Vous l'avez connu? Qui? Tamba Kalas Tolno. Tamba Kalas, je le connais militairement. Commandant adjoint du BSC. Oui, à l'époque, à un temps là, il était le commandant adjoint du BSC. Avant. Vous l'avez connu? Je le connais.
Bien, voici ce qu'il a dit à propos de la présidence à cette époque. Il dit, entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. C'est vrai? C'était comme ça? Ah, ça, parce que moi, c'est pas moi qui avais le contrôle du camp Alpha Yaya. Non, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le premier responsable. Vous devez être informé de ce qui se passait là. Chacun de nous faisait la vigilance du camp, mais ce qu'il a dit là, ça, je ne peux pas Non, maintenir. non, je veux dire que vous étiez le premier responsable. On est d'accord? J'ai bien dit ici qu'avant, j'étais comme ça, avant. Voilà, ce qu'il dit là de la présidence, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il n'y avait pas une anarchie totale? Non, je ne Des peux va-et-vient pas. interminables? Non, pas au niveau de la présidence. Bien, il continue, hein, il dit, la présidence avait son commandement, nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant, on ne pouvait pas les contrôler. Ça c'est vrai? Comme j'avais dit ici, j'ai dit le régiment avait son chef, effectivement. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par nous. Ça aussi c'est vrai? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pévi, Présent. je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit et bien dit. Il y a eu plusieurs questions qui vous ont été posées et vous avez donné des réponses qui sont consignées dans le primitif. Je ne reviendrai pas sur tout ça. Je veux juste revenir sur la date fatidique du 28 septembre. Je m'intéresse à une heure, 14h28. Ce jour, à cette heure, où étiez-vous? Ce jour-là, à 7 heures, j'étais déjà dans la position de Mania dans Frigadi. Vous n'avez pas compris la question. Je la reformule pour vous. Je dis Oui. que c'est la date du 28 septembre 2009 qui m'intéresse. Et pas toute la période du 28 septembre. C'est une heure qui m'intéresse. Et celle-là, c'est 14h28. Où étiez-vous à 14h28? Ça m'a trouvé maintenant, j'étais dans le camp. Dans l'enceinte du camp. Oui. D'accord. Est-ce que vous aviez tout au moins appris que la pharmacie de l'hôpital Donka avait été pillée? Ça, je n'ai pas appris ce jour-là. Vous n'aviez pas appris ça, monsieur? Je n'ai pas appris. D'accord. Les véhicules qui vous suivaient, parmi ces véhicules, est-ce qu'il y avait un pick-up à cabine unique qui était de couleur verte, endommagé du côté du côté droit, au niveau de la portière? Non, non. Non. J'ai bien dit que quand je marche, il y a ma voiture et 2 pick-up, c'est fini. Oui, je ne parle pas de votre voiture, monsieur. Je parle des 2 pick-up qui vous accompagnent. Parmi les 2, il y a un pick-up qui m'intéresse particulièrement. Sa couleur est verte et une des portières était endommagée. Non, je n'avais que des pick-up blanches. Vous n'aviez pas de pick-up de couleur verte, Non. de couleur militaire. Non, Vous n'aviez pas un pick-up dont la portière était endommagée. non, non. Non. Oui. Je disais qu'à 14h28, ce pick-up était stationné en face de la pharmacie de l'hôpital Donka, pendant que ses occupants étaient en train de piller la dite pharmacie. Vous étiez où en ce moment? Parce que vous avez dit que et vous et vos hommes n'étaient pas là. Vous étiez où en ce moment, monsieur Pévi? Je dis bien que là où vous parlez, j'étais dans le camp déjà.
J'étais au camp. Le tribunal appréciera. Merci. Parlant de votre société, mon collègue vient de vous parler de votre société EES. Vous dites qu'il n'y avait pas de recrue de Caléa qui était embauché dans votre société? Non. Mathieu Collier, vous avez son nom dans votre société? Non. Vous n'aviez pas un Mathieu Collier là-bas? Non. Mathieu Collier, non, je ne pense pas. Vous connaissez le nom de tout le monde, M. Pivi, dans votre société? Qui? Vous connaissez le nom de tout le monde dans votre société? Mais je sais pas seulement qu'il signe souvent la dernière signature, mais il n'y a pas un nom de Mathieu Collier, non. Ils sont au nombre de combien, ceux qui constituent votre société, ceux qui composent la société? Bon, il y a, ça peut faire au moins 400 comme ça. 400. Ouais. Vous connaissez le nom de tout le monde? Je dis, je retiens les noms de ces gens-là. Et si vous voulez, je peux vous envoyer la liste. Vous n'avez pas un Mathieu Collier là-bas, monsieur? Non, non, non. D'accord. Vous êtes formel que vous n'avez pas été vu à Hamdallah le 28 septembre aux alentours de 11h. Vous êtes formel? Je maintiens que je n'ai pas été à Hamdallah le 28. Et à Bomboli, vous n'avez pas été à Bomboli aussi? Ah, Bomboli, c'est pas la route. Quand je quitte Koza, en venant vers Bambeto, sur le goudron, mais c'est là-bas que je passe, non? C'est pas le goudron? Oui, c'est le trajet. Voilà. C'est mon passage? Est-ce que vous vous êtes arrêté pour un instant à Bomboli? Non, non. Vous êtes passé directement? Non. Vous n'avez pas fait d'escale à Bomboli? Je n'ai pas fait d'escale à Bomboli. Ceci là, ça, c'est mon quartier presque. Bomboli, ça c'est mes quartiers. Vous vous êtes arrêté à cause à Niamey? Non, quand j'ai quitté, je ne me suis pas arrêté quelque part. Je me suis arrêté que à Bambeto où je me suis arrêté. À part de ça, je ne me suis pas arrêté. D'accord. Le chemin retour. Oui, le chemin retour. Quand vous reveniez au camp, vous avez emprunté le même chemin qu'à l'aller? Non, à l'aller, j'ai passé vers 36. C'est au retour que j'ai passé vers Kagbele, Sementeri, Anko 5, Koza, Bambeto. Après Bambeto, quand vous avez, selon vous, reçu une information qu'il y a un carnage qui était en train de se faire à l'intérieur du stade, vous dites avoir reçu une information des jeunes de Bambeto, n'est-ce pas? Oui, à Bambeto. Maintenant, lorsque j'ai tourné maintenant pour aller au camp, c'est là où ils m'ont informé maintenant. Très bien. Quel est le chemin que vous avez emprunté pour rejoindre le camp? Le même quand on quitte Bambeto, de Bambeto, on a passé vers l'hôtel Gbissia. Hôtel Gbissia, on est descendu, on a continué à rentrer au camp. L'ancien hôtel Gbissia. D'accord. Ce n'est pas par la route de Koza que vous êtes venu et puis vous avez bifurqué pour entrer au camp? Non, non. 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 Vous pouvez aller demander les gens de Bambeto. S'ils sont honnêtes, ils diront que exactement ce jour-là, le colonel a passé ici. Parmi toutes les infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction, vous dites que vous ne reconnaissez aucune. Mais ce que je ne reconnais pas, je ne veux pas reconnaître. Je ne vous dis pas de reconnaître ce que vous ne devez pas reconnaître, monsieur. Voilà. Je demande juste si, vous savez, le tribunal vous a notifié les faits pour lesquels vous êtes à la barre de ce tribunal. Parmi ces faits-là, vous ne reconnaissez aucun des faits? Je ne reconnais pas. Rien? Je ne reconnais pas aucun des faits. D'accord. Le moment venu, nous nous chargerons de vous dire ce que chacun de vous a fait. Monsieur le Président, merci. Fini, je vous remercie. Monsieur Claude Pili. Présent.
Vous dites que vous ne reconnaissez aucun fait. Je ne reconnais pas aucun fait. Vous dites que vous avez été dissuadé par le président d'Addis, pour dire qu'il y a une commission d'enquête qui doit venir, internationale. C'est ce qui vous a empêché d'arrêter le commandant Toumba. Oui, justement. Donc vous avez confiance au rapport d'enquête internationale. Quel Vous avez rapport? confiance aux éléments contenus dans ce rapport. Le rapport que j'ai fait, c'est avec mon avocat. Le rapport d'enquête internationale. Vous accordez de crédit à ce rapport, aux éléments contenus dans ce rapport. Ah, moi, ce que je connais, ce que j'ai fait, ce qui est passé devant mon avocat, c'est ce que moi je maintiens. C'est ce que je retiens. Monsieur Pivi, en outre des procès-verbaux d'audition des parties civiles, des témoignages, des procès-verbaux d'audition également de témoins qui vous accablent dans cette affaire et qui font état de votre présence au stade du 28 septembre, à Koza, à Bambeto, à Amdalaï et dans les différents camps de Conakry. Je vais vous faire lecture du rapport d'enquête internationale à la page 51 qui vous intéresse, qui parle clairement de vous. Qui parle clairement de vous. Et la commission toutefois reçu des informations concernant la présence du capitaine Pivi en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 h. Selon d'autres informations, le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer. Il aurait également été vu à la terrasse avec des bérets rouges en train d'agresser les manifestants. Certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre vers midi et en milieu d'après-midi indiquent n'avoir pas vu le capitaine au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce paragraphe? C'est pas le rapport d'enquête internationale. là-bas, ce paragraphe, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ces éléments contenus dans ce rapport, vous les niez également? Je dis c'est pas vrai. Je poursuis. Toujours avec le rapport international, les éléments qui vous concernent. Un policier déclare avoir vu, en tout cas, le capitaine Pivi et ses hommes sur leur pick-up, en compagnie des miliciens en civil, qui passaient dans son secteur Ratoma en provenance de la ville. Le 28 septembre, vers 17 h, quelques témoins déclarent également avoir vu le capitaine Pivi et ses hommes tirer sur des gens dans la rue, à côté d'Amdalaï, dans l'après-midi. Oui ou non, cela conforte les déclarations de commandant Toumba, vous avoir vu également Amdalaï. Ce rapport conforte les déclarations de commandant Toumba pour vous avoir vu à Amdalaï. C'est pas vrai. Avec vos hommes. C'est pas vrai. Le capitaine Pivi, pour finir, aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne pour empêcher le personnel soignant d'amener les blessés à l'hôpital de Donka. Qu'en dites-vous également? C'est pas vrai. Tout ça là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ai fini pour Monsieur le Président. Est-ce que la partie civile a des questions? Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, nous avons effectivement quelques questions, puisque au cours de l'interrogatoire de M. Claude Pivi, beaucoup d'informations ont été apportées à cette barre et qui contredisent quelquefois les déclarations qui ont été tenues par M. Toumba Diakité. Donc nous avons quelques questions de consolidation qu'on aimerait poser. M. Claude Pivi, vous avez reconnu ici à la barre que
votre ministère était un ministère sans portefeuille. Il vous a fallu beaucoup de temps pour admettre qu'en réalité, ce poste ne vous a été accordé qu'en récompense des efforts que vous avez fournis. Mais finalement, vous convenez avec nous que c'était un ministère c'était une coquille vide. Qu'en réalité, ce poste de ministre chargé de la sécurité présidentielle était en réalité un bras armé du régime en place pour réprimer toute voix dissonante. Cela, je pense que le tribunal... s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, j'en viens aux questions. Vous avez parlé de cette mission de Manéa. Vous avez indiqué qu'elle vous avait été ordonnée le 25 septembre. Pourquoi alors avoir attendu jusqu'au 28 septembre, jour fatidique, pour vous rendre soi-disant à Manéa pour exécuter cette mission? Pourquoi? J'avais bien dit que, parce que j'avais la mission d'aller avant pour l'abbé, donc auquel j'ai bougé pour l'abbé. Donc j'ai dit que quand je quitte la mission de l'abbé, là je vais maintenant exécuter la mission là. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que d'apprendre que des militaires incontrôlés sèment la terreur dans une ville et que vous décidez d'attendre 3 à 4 jours avant de réagir, si réellement cette mission elle est réelle? Pourquoi? Mais moi je n'ai pas, je ne peux pas dire, malheureusement je ne les ai pas aussi vus en place parce que... Parlez dans le micro. Quand on dit que les gens viennent ici se regrouper, les bandits viennent ici avec des véhicules, ainsi de suite. Donc, je dois prendre un jour auquel je dois m'être bien préparé pour aller là-bas. C'est pour cela que j'ai attendu qu'on quitte l'abbé. C'était pas pour vous préparer. Vous avez dit c'est parce que vous avez une autre mission, n'est-ce pas? Pour l'abbé. Donc, vous auriez dû peut-être informer le colonel Thieboro pour que lui, il prenne en charge cette mission, oui ou non? La mission était destinée à moi. Attendez, pour que je comprenne. Donc, s'il est question de bandits, c'est en fonction de la gravité, de la nature, de la personnalité des bandits qu'on vous commet ou quoi? Je dis bien, on dit que des militaires à main armée. C'est pour cela que la mission a été confiée à moi. Cela n'est pas convaincant, mon colonel, mais je vais poursuivre. On ne va pas refaire votre trajet à l'abbé, parce que vous l'avez indiqué, c'est assez flou. Commandant Toumba conteste votre présence à l'abbé, mais je vais passer. Maintenant, je vais poser la question de savoir pourquoi vous dites que quand vous êtes allé à l'abbé, le fait qu'il y ait eu du carburant au lieu du gasoil, on a mis de l'essence, ça a été le cheval de bataille de la défense. Pourquoi vous dites que cela constitue pour vous un complot contre le régime du président Dadis? Pourquoi? Oui, parce que vis-à-vis des choses qui se sont passées maintenant, je peux dire que c'était sûrement la préparation d'un complot contre le président. Comment le chauffeur peut se permettre de dire qu'il a oublié de mettre, au lieu de mettre l'essence, il met gasoil à la place de l'essence. Mais quand il fait ça avec un chef de l'État, ça c'est des questions. Est-ce que vous étiez présent au moment où le pompiste a changé, comment on appelle, a mis du gasoil au lieu de l'essence? Vous étiez présent sur les lieux? Non. Alors pourquoi vous dites que c'est un complot? Mais non, là où on était en communication. Il y avait certains des hommes aussi qui étaient autour. Est-ce qu'il y a eu des arrestations suite à ce soi-disant complot? Ah, nous on faisait nos enquêtes, on faisait les enquêtes. Ah bon? Si. Et vos enquêtes ont abouti à quoi, finalement? Ah, mais ça a abouti maintenant lorsqu'il y a eu le problème. Quand il y a eu des problèmes, là on a compris que voilà, vraiment peut-être que ces gens-là, ce n'est pas aujourd'hui maintenant qu'ils ont commencé leurs problèmes. Alors, qui sont les commanditaires de ce complot? Puisqu'il y a un complot, il va falloir, c'est bien, il faut absolument qu'il y ait des commanditaires et des exécutants. Selon vous, qui sont les commanditaires de ce complot? Puisque vous affirmez ici qu'il y avait eu un complot. C'était qui? Mais les commanditaires, c'était le commandant Toumba, plus ses alliés qui étaient les degrés qui étaient au camp Makambo. Donc, les commanditaires, c'est
commandant Toumba et ses acolytes, n'est-ce pas? Ouais, et les restes là, eux, ils connaissent. Très bien. Je pense que c'est un autre pan de ce dossier qu'il va falloir élucider. Très bien. Je vais poursuivre. Vous dites, quand on vous pose des questions sur votre agenda du 28 septembre, vous avez tendance à dire, allez demander aux gens de Bambeto. Quand je passe, je suis acclamé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens ça. Dans tout Conakry, je maintiens ma déclaration là. Donc cela signifie que quand vous passez, vous ne passez pas inaperçu parce que d'abord, vous êtes connu du grand public et ensuite, vous êtes toujours avec un arsenal de guerre, n'est-ce pas? Même quand je suis en civil, dans tout ce pays-là, partout où je vais, tout le monde me connaît. Très bien. Que c'est le colonel Pivi qui est venu ici, même si je suis en civil. Donc, il n'y a aucun risque que quelqu'un vous confonde à quelqu'un d'autre, oui ou non? À moins que les gens mentent, sinon non, chacun me voit à la télévision. Je ne suis pas arrivé là-bas d'abord. Donc, quand une population connaît un cadre, il est certain que quand on vous aperçoit quelque part, on ne peut pas vous confondre à un autre militaire, oui ou non? Logiquement. Moi, j'ai bien dit que moi, quand quelqu'un, le Guinéen me voit, il me connaît que c'est moi, le colonel Pivi. Alors, à moins qu'il cherche à mentir que c'est voilà. Sinon ça, moi, je suis toujours connu dans ce pays-là. Et hors du pays encore. Vous savez, mon colonel, vous avez peut-être décrit votre parcours selon vos termes. Vous aurez arrêté des dizaines de bandits. Mais vous avez commis aussi tellement d'exactions qu'il est impossible de vous confondre à un autre militaire, mon colonel. Partout où vous passez, si vous ne s'aimez pas la mort, vous s'aimez la désolation. Depuis plusieurs années. N'est-ce pas? C'est la question. Raison pour laquelle on ne peut pas vous confondre à quelqu'un, mon colonel. Partout où vous passez, vous s'aimez la désolation. Et les preuves que nous allons apporter à cette barre vous confondront, mon colonel. Je vais continuer. Et pour soi-disant perdre votre pouvoir... La question, je n'ai pas répondu. Non, c'est un commentaire. Je sais que vous répondrez non. Alors. Faites moins de commentaires, maître. Posez des questions. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Deuxièmement, vous avez affirmé à cette barre que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés aussi au sein de l'armée, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que vous avez dit cela? Que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés au sein de l'armée? Non, je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas? Ouais. À votre avis, depuis quand cette indiscipline a commencé au sein de l'armée? À votre connaissance? Ah, mais c'est pas moi qui a créé l'armée en Guinée? Non, je sais. L'armée a été créée avant même que vous n'intégriez l'armée. C'est en 1960. Dès après l'indépendance. Ça, je le sais. Est-ce que au sein de l'armée, à votre connaissance, depuis quand l'indiscipline a commencé au sein de l'armée? Je ne peux pas déterminer ça. Très bien, très bien. Moi, j'ai ma petite idée. En réalité, c'est à partir de 1985, avec l'incorporation d'éléments comme vous. C'est votre présence dans l'armée qui a exacerbé les tensions entre la hiérarchie et les hommes de rang. Je vais poursuivre. Vous avez parlé ici, que le président me permette, vous avez parlé ici au moment du président Lansana Conté. Je vais être très bref, monsieur le président, avec votre permission. Vous avez déclaré ici que c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été au camp, n'est-ce pas? Avec la permission de monsieur le président, puisque vous avez évoqué cet épisode de notre histoire. Nous n'avons pas le droit de falsifier notre histoire. Est-ce que vous avez dit cela? Quand il a été amené au camp. Avec votre permission, monsieur le président, je peux répondre. Mais la manière qu'il a envoyé la question, c'est pour m'insulter ou quoi? Il ne vous a pas insulté nullement. Mais quelle dignité? Je n'ai pas insulté, c'est une question. Il a dit que c'est mon rentré dans l'armée qu'il y a eu ça. Ça, c'est comme ça, lui, il peut me dire ça. C'est sa dignité. Hein? Moi, je comprends bien ce qu'il a dit.
Ça n'a rien à voir avec la dignité de l'accusé. C'est pas à vous de dire au tribunal de faire quelque chose. S'il vous plaît, c'est pas à vous de le dire. Ce travail ne vous revient pas. Ça ne vous revient pas, hein, une fois de plus. Ici, chacun a son travail, hein, et que chacun reste dans son domaine. Ça, c'est pas à vous de le dire. Voilà. Ce qu'il a dit ne touche nullement à la dignité de l'accusé. Ça ne touche nullement à sa dignité. Allez-y avec voilà, la je voudrais question, reprendre ma question. Je crois qu'on fait de la surenchère de l'autre côté. Mais ça ne marchera pas. Est-ce que vous maintenez votre déclaration selon laquelle c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été conduit au camp suite à la mutinerie de 1996? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens la partie là. Est-ce que vous connaissez colonel Seni Bangoura? Vous le connaissez? Armée gauche. Paix à son âme, je le reconnais. Vous l'avez connu? Paix à son âme, je l'ai connu. Alors c'est lui qui a sauvé le général Lansana Conté, je vous l'apprends. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire, mon colonel. Vous savez pourquoi il a été assassiné une semaine après? Il a été tué au cours d'un rassemblement, vous vous souvenez? Je me souviens de ça qu'il a été tué au cours d'un rassemblement. Donc c'est le héros de cette histoire, ce n'est pas vous. Je vais poursuivre. Monsieur le Président, avec votre permission également, je vais parler un peu de la prise du pouvoir. Parce qu'il y a dans cette affaire deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse romancée de M. Toumba Diakité et la seconde thèse, c'est celle de Claude Pivy. À ce sujet, j'ai quelques questions. Monsieur Claude Pivy, vous avez affirmé à cette barre qu'au moment de la prise du pouvoir, tous les chefs militaires étaient acquis à la cause du capitaine Dadis, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'effusion de sang. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Tidiane, l'ancien directeur de renseignement du général Lansana Conté? C'est ma classe, je le connais. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Fodeba Touré, ancien commandant de la BSP, qui était basé à Koundara au moment des faits? Je le connais. Très bien. Alors pourquoi ces deux ont été arrêtés et conduits au camp Koundara si en votre sein il y avait l'entente et l'harmonie comme vous le décrivez ici? Pourquoi? Ce que nous on connaît, il y avait l'attente. Non, ce n'est pas vous. Il faut expliquer. Puisque vous attribuez aujourd'hui le mérite d'avoir donné le pouvoir au capitaine Dadis. Il va falloir que vous expliquiez les conditions, mon colonel. Pourquoi alors ceux-ci ont été arrêtés? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je vais poursuivre. Vous pouvez continuer à ne pas répondre. Est-ce que vous connaissez le colonel Bis, Ibrahima Sori Touré, actuel ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat? Vous le connaissez? C'est un promotionnaire, je le connais. Très bien. Lui aussi, il était acquis à votre cause au moment des faits? Bien. Vous êtes sûr? Sûr. Alors pourquoi le colonel Toumba est parti l'arrêter, le désarmer? Pourquoi? Je vous ai bien dit ici qu'il faisait des trucs qu'il ne prend même pas l'ordre avec le président. Il a fait ça de lui-même. Donc vous confirmez que celui-ci, tout au moins, il a été désarmé par le commandant Toumba, oui ou non? Moi, j'aurais appris qu'il avait fait ça sans ordre de quelqu'un, de lui-même. Moi, je ne m'intéresse pas si... Est-ce qu'il l'avait fait? Voilà, très bien. Ce qu'il veut savoir. Si. Alors, donc, cela signifie que tous les chefs militaires n'étaient pas d'accord pour que M. Moussa Dadis Camara prenne le pouvoir, oui ou non? Non. Alors, très bien. On va continuer. Vous savez, on peut modifier, changer la vérité, mais elle finit toujours par triompher. Vous admettez ça aujourd'hui. Merci, mon colonel. Maintenant, je vais poursuivre. Vous avez dit qu'après les événements du 28 septembre, vous êtes passé par tous les moyens pour arrêter le commandant Toumba, mais malheureusement, le président Dadis s'est opposé. Oui ou non?
Il ne s'est pas opposé. Il m'a laissé attendre qu'il a fait appel et que donc les éléments seront là, eux, ils seront mieux placés pour faire pour rendre, pour avoir la solution du problème. Vous avez dit à cette occasion... C'est pas parce qu'il m'a empêché. Vous avez dit à cette occasion que le commandant Toumba a pleuré à chaudes larmes, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Marcel, du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait à l'endroit du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai bien dit que les deux, je devais les arrêter. Mais si on m'avait dit maintenant que d'attendre qu'il y a une commission qui vient, donc moi j'ai laissé pour attendre la commission. Donc pour le cas de Marcel, il n'y a pas eu de tentative d'arrestation, n'est-ce pas? Mais tous devaient être arrêtés. Mais si le premier maintenant que j'ai dit d'arrêter, on me dit d'attendre, je vais encore aller encore pour une deuxième fois encore. Très bien. Monsieur le Président, et c'est par là que je vais terminer. Cette question avait déjà été posée par la défense, notamment par la défense de M. Toumba Diakité. M. Claude Pivi, lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie, au PM3, vous avez déclaré que, au moment des faits, d'abord vous ne reconnaissez pas les faits, mais cette version est différente de celle que vous avez tenue au niveau du pôle des juges d'instruction, n'est-ce pas? Oui. Alors, la première version date du 28 avril 2011. Vous l'avez tenue librement, mais vous n'avez jamais invoqué votre prétendue mission de Manéa, n'est-ce pas? Je ne le tiens pas. Comment? Je dis, je n'ai pas de réponse. Très bien. Et je voudrais juste faire remarquer qu'à l'époque, les agents enquêteurs, tellement qu'ils ont du respect pour vous, voilà comment ils formulaient les questions. Demande, mon colonel, que savez-vous des événements tragiques? À chaque fois qu'on vous posait la question, c'était précédé de mon colonel. Cela signifie qu'ils avaient un respect religieux pour vous, n'est-ce pas? Oui ou non? Bien. Alors comment ces gendarmes-là, à l'époque des faits, peuvent inventer des mentions contraires à celles que vous avez tenues? Est-ce que vous pensez que c'est logique, mon colonel? Comme j'ai dit, il y a des trucs là-dedans que c'est pas comme ça, j'ai expliqué. Et vous avez dit ici que vous ne les avez même pas rencontrés au cours de votre interrogatoire. C'est au bureau, on vous a appelé au téléphone, n'est-ce pas? Ils m'ont appelé, oui. Donc, voilà quelqu'un qui est poursuivi pour des crimes aussi graves. Les gendarmes n'ont même pas le courage de vous inviter dans leurs locaux. Ils vous appellent au téléphone et vous interrogent, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, d'abord, ils vous craignaient en raison de votre position au sein du CNDD, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Moi, j'ai une réponse pour vous. C'est parce que vous étiez un homme influent. Ils avaient peur de vous. Par conséquent, ils ne pouvaient en aucune manière inventer des informations, des infractions, ou en tout cas des informations, et les porter dans un procès verbal sans que vous ne soyez au courant. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Bon, là, vous faites moins de commentaires ou vous arrêtez même les commentaires, posez des questions. Parce qu'il y a trop de commentaires. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, vos avocats viennent de parler de vos prouesses, de votre bravoure. Cependant, les plaies des victimes, de vos victimes, sont profondes, payantes et piantes. Les commentaires, comme je le disais, laissez les commentaires et posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, connaissez-vous bien le quartier Kakimbo? Je connais Kakimbo, c'est pas Conakry. Je connais beaucoup de quartiers de Conakry. Répondez de façon courtoise aux questions, s'il vous plaît. Je connais Kakimbo. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari Dipena?
Reprenez. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari, dit Penna Penna? Le connaissez-vous? Bah, peut-être quand si je le vois, je peux le connaître, mais je ne peux pas connaître le nom là. C'était le tenancier du bar. Très tôt le matin, dans la journée du 28 septembre, bar où vous étiez parti, videz plus de 10 casiers de bière. Avez-vous oublié la facture que vous avez payée, le montant de la facture, je vous rappelle? Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. J'avais payé ce jour-là 1 200 000 francs guinéens. Et quand vous avez fini votre consommation, vous avez fait des rafales avec des propos ethniques en sortant du bar. Des questions. En sortant du bar pour le stade. Vous le reconnaissez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, parce que c'est vrai. Parce que c'est bien vrai. Le propriétaire de ce bar, il vit, et vous avez chassé tout le monde à côté de ce bar. Et des questions, voilà. Des questions. Mon colonel, parlez-nous. Bon, inutile de vous demander si vous connaissez Bambette, parce que vous passez et vous repassez à tout moment par là. Parlez-nous du pillage que vous en avez fait au domicile, à l'immeuble de Wouri Biredi. Voilà, tout le monde connaît cet immeuble, Wouri Biredi, l'opérateur économique guinéen. Parlez-nous du pillage que vous avez fait de ce immeuble. Et emporter les coffres forts qui étaient dans les différentes pièces de l'immeuble. L'argent d'ailleurs qui vous a permis de faire un immeuble à Zérekoré, le plus grand immeuble de Zérekoré. Parlez-nous de ce pillage, mon colonel. Parce que tout Bambette vous a vu avec vos hommes. On vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ah oui, vous dites que partout où vous passez, c'est les applaudissements. C'est le contraire. C'est des cris. C'est la désolation, c'est la tristesse. Question. Vous le savez, et les Conakrikas le savent. Alors, puisque vous ne nous parlez pas de ce pillage dont cet opérateur a été victime, parlez-nous alors, parce que même les fermes n'étaient pas épargnées, parlez-nous de la ferme de El Hadj Alseyni Bari, que vous avez pillée au vu et au sud de tout le monde, ici. Vous avez emporté des coffres forts aussi, là-bas. Quelle est la question? C'est de nous parler, c'est d'accepter de nous parler du pillage de la ferme de El Hadj Alseyni Bari. C'est pas vrai. D'accord. Continuez à égrener le chapelet de la dénégation systématique des faits. Continuez. Bien. Mais tout au moins, vous allez accepter, mon colonel, de nous parler de l'arrestation de 2 militaires au moment pendant que vous étiez au pouvoir, au camp Alpha-Yaya, là-bas. L'un, c'est un conducteur de char de combat, et l'autre, c'est un béret rouge. Parce que ces 2 militaires ont pris de l'argent avec ses amis pour faire entrer ces derniers dans les rangs de l'armée guinéenne. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés se plaindre de vous. Vous avez fini par les arrêter, les 2 jeunes. Un conducteur de char de combat et l'autre, un béret rouge. Vous les avez arrêtés, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse. Ah. Là où vous les avez gardés, c'est là-bas où vous aviez également gardé l'huissier dont on a parlé de l'incarcération. Dans le violon dont vous teniez la clé. La question. Très bien. On continue. Alors, en répondant à une question ici, vous aviez dit que Feu Ousmane Konté était un de vos amis, n'est-ce pas? Qui? Ousmane Konté, le fils du feu général Lansana Konté. Vous avez dit que c'était un ami à vous, n'est-ce pas? C'est ma classe, c'est un ami. Très bien.
Pourquoi l'avez-vous arrêté après avoir pris le pouvoir? Moi, je n'ai jamais arrêté. Moi, je n'ai jamais arrêté Ousmane Konté. Paix à son nom. Mais quand je dis vous, ça veut dire que c'est votre pouvoir. Parce que quand son père vivait, vous le faisiez comprendre que vous rouliez pour lui. Une fois que son père n'est pas là, c'est lui qui allait reprendre la place de son père. D'autres questions, il a répondu. Hein. D'autres questions. D'accord. Mon colonel, puisque vos conseils ont parlé de vos prouesses ici, il nous a semblé que vous étiez le militaire le mieux indiqué pour accompagner à l'époque le président Dadis au camp Koundara. Pourquoi vous l'avez laissé seul aller à Koundara? Pourquoi? C'est une question? Oui, naturellement. Pourquoi vous avez laissé seul le président Dadis aller à Koundara, rencontrer le commandant Toumba, étant le ministre de la sécurité présidentielle à l'époque? Pourquoi vous l'avez fait? J'avais déjà répondu. Non, vous n'avez jamais répondu à une telle question ici. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous n'étiez pas le plus craint. C'est ça. Dites-moi, mon colonel, entre la sécurité du président et la sécurité de l'infrastructure qui abrite la présidence, quelle est la sécurité la plus importante qui doit avoir la priorité? C'est celle du président ou bien de l'infrastructure qui abrite la présidence? C'est celle du président. Très bien. Pourquoi vous ne l'avez pas occupé? Pourquoi vous n'avez pas été l'aide de camp du capitaine Dadis? Pourquoi? Si je n'ai pas... Pourquoi vous n'avez pas été choisi comme étant l'aide de camp du capitaine Dadis? Non, c'est sa sécurité qui est la plus importante. La place de l'aide de camp est petite pour moi. Vous venez de confirmer que c'est la sécurité du président qui est la plus importante. C'est elle qui doit avoir la priorité. Et par conséquent, vous devriez l'occuper, vous, si vous étiez l'homme le plus fort, le plus craint, D'autres questions? D'autres questions? Voilà. Bien. Mon colonel, on continue. Parlez-nous, mon colonel, vous avez fait la guerre à l'extérieur de la Guinée, c'est vrai. Mais feu Jean-Marie Doré, quand il vivait, il a témoigné dans des vidéos pour dire que il y avait deux messieurs, deux éléments de l'Ilimo qui discutaient de son élimination au 28 septembre au stade. Parlez-nous de ces deux éléments. Mais là où je n'ai pas été au 28 septembre, comment je vais prendre ces éléments? Si, mon colonel, vous avez été au stade. Je ne connais Tous pas les ces deux Guinéens, éléments. tous ceux qui ont été au stade, Quelle est votre réponse? c'est de nous parler de ces deux éléments de l'Ilimo. Ok. N'en connaissez pas. Très bien. Mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais braqué votre arme contre un Guinéen, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Plus grand jamais. Allez-vous accepter de nous parler de 120 policiers tués au CMS? Allez-vous accepter de nous dire? Je n'en sais rien. Voilà. Et le pillage de l'OCAD, les quantités de drogue saisies, gardées là-bas, emportées par vous. Parlez-nous de ça aussi. Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui. Tout ce qui vous colle à la peau, vous n'avez pas la réponse. D'accord. Monsieur C.C. Haba a soutenu ici, tout au moins, que c'est vous qui l'avez sauvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à le sauver? Pendant que Marcel le recherchait avec des armes blanches et des armes de guerre. J'ai bien dit que ça a coïncidé à mon passage quand je rentrais au camp. Quand je rentrais au camp, j'étais arrêté à côté de 32 escaliers, ça discutait entre eux. Je les ai dit là-bas, je dis non, laissez ça. Il y a un chef de bataillon, laissez-le. Lui là, laissez-le. C'est comme ça que j'ai intervenu et j'ai continué mon chemin.
Oui, mais il est allé jusqu'à dire qu'une fois au camp Alpha Yaya, vous avez instruit à ce qu'on le mette dans votre bureau, qu'on l'enferme là-bas. Est-ce vrai? Ah, il est là, il est mieux placé pour expliquer là-bas. Est-ce que cela est vrai? C'est vous qui êtes à la barre. Répondez. Je l'ai dit que moi j'ai intervenu pour lui. D'accord. D'accord. Vous, quand même, il a eu la chance d'être sauvé par vous pendant que beaucoup de ses concitoyens perdaient la vie au camp Alpha Yaya. D'autres questions? N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Ceci là, c'est pas à ma présence. Ah, d'accord. Mon colonel, tout ce que les Guinéens ont vécu au stade du 28 septembre, c'est grâce à un seul mouvement. Ce mouvement s'appelle Dadis doit rester. Parlez-nous de ce mouvement, mon colonel. Étant ministre de la sécurité présidentielle à l'époque, parlez-nous de ce mouvement. Dadis doit rester. Je n'ai pas de réponse. Vous devez en avoir la réponse, vous le savez. Parce que c'est vous qui avez posé d'autres questions. Mon colonel, à présent, parlons des exactions commises après les événements douloureux au stade, commises au camp Alpha Yaya. Acceptez qu'on en parle. Connaissez-vous M. Thomas? Mon colonel, connaissez-vous M. Thomas? Thomas, oui. Je le connais, c'est un jeune militaire. Très bien. Connaissez-vous Aimé Loa? Aimé Loa. Je connais, c'est des jeunes militaires. Très bien. Connaissez-vous le lieutenant cabinet du Bata? Qui? Cabinet. Oui, cabinet, il s'appelle cabinet, voilà. Il est du Bata. Non. Ok. Vous savez que ce sont ces trois qui ont commis les exactions les plus atroces, les plus barbares, inhumaines au camp Alpha Yaya. Vous le savez. Et c'est devant vous que M. Destin, Begré, Sankara ont été exécutés, déchiquetés à Lambo. C'est devant vous, vous le savez. Quelle est la question? La question, c'est de savoir pourquoi avez-vous accepté de sauver certains comme Marcel et cautionner l'assassinat de Destin, Begré et Sankara. Pourquoi, mon colonel? Rien de ceci n'a été passé devant moi. Mais tout cela s'est passé devant vous, mon colonel. Ne discutez pas la réponse. D'accord. Dites-nous, mon colonel, qui commandait les trains des escaliers après les événements du 3 décembre? N'est-ce pas vous et Marcel? N'est-ce pas vous et Marcel? Avant et après, c'était, paix à son âme, j'ai bien dit, c'était le commandant Diamankan, qui était le chef de bataillon du BSC. Oui, mais après les événements du 3 décembre, personne ne contrôlait, ne donnait des ordres au train d'escalier si ce n'est pas vous ou Marcel. Vous le confirmez? Vous le reconnaissez? Il y avait toujours le chef de bataillon, qui était, le paix à son âme, le commandant Diamankan, celui qui commandait le 32 escalier. Pourquoi vous avez enlevé à leur cabinet là-bas? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé. C'était le patron du 32 escalier. Il y a eu tellement de morts, vous-même vous avez fini par l'enlever. Vous l'avez fait remplacer par qui? Je n'ai jamais envoyé un militaire garder le camp 32 escalier, parce que 32 escalier relève du chef de bataillon, qui est paix à son âme, commandant Diamankan. Ça ne relève pas de moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un là-bas. Oui, mais quand Marcel venait couper le nerf de la séville des détenus là-bas pour les empêcher de se lever jusqu'au lendemain, jour de leur exécution, où étiez-vous, vous, comme colonel? Moi, j'étais à Conakry, mais je n'étais pas informé de ces trucs-là. Malheureusement, tous ceux qui étaient arrêtés et enfermés au 32 escalier, personne n'en est sorti vivant. Pourquoi cela? Étant ministre de la sécurité présidentielle. Moi, mon commandement n'arrivait pas à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit que je n'en sais rien de ça. Donc c'est Marcel seulement qui commandait les 32 escaliers? Ah, ils sont là, vous pouvez les demander. Parce qu'après les événements du 3 décembre, la famille du président Dadis, chacun faisait ce qui lui semblait. La question.
Mon colonel, parlez-moi du BSC, bataillon spécial de Conakry. Parlez-moi de ce grand immeuble qui se trouve au camp Alpha Yaya. Et à quelques mètres de cet immeuble où se trouvent les 32 escaliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous parlez de l'immeuble. L'immeuble, ça, c'est la direction du chef de bataillon. 32 escaliers, ça, c'est différent. 32 escaliers, ça, c'est en bas, là-bas, à la rentrée du camp Alpha, à ta gauche. Voilà, le bâtiment qui était là-bas, c'est ce qu'on appelle les 32 escaliers. Oui, le jour où on a ramené Begré, Sankara, vous étiez là. Il y a même des vidéos où on vous voit. Vous étiez là. J'ai bien dit. J'ai dit, quand ils ont envoyé Degré, ça nous est trouvé au camp Alpha Yaya. Et à la présence du chef de bataillon, par les douaniers. Donc, ils ont fait un compte rendu au chef de bataillon, qui était, paix à son âme, le commandant Gaman. Quand j'ai bien dit ça, j'étais bien présent, mais les ordres ne se relevaient pas de moi. Bien, mon colonel, pour finir avec vous, dites-nous, mon colonel, entre M. Marcel et vous, qui de vous disait tout de suite rechercher M. Salou Daleng au stade avec des propos ethniques, armes à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui et qu'un de ces hommes a pris la balle à sa place? Maître, vous insistez trop sur des propos ethniques. Oui, mais... S'il vous plaît. Je ne raconte pas ce qui s'est passé. Non, vous insistez trop sur ça. Propos ethniques. Ça dérange le tribunal. On avait dit la dernière fois, ces propos-là... Mais je ne reprends même pas les mots. Les mots sont je vous le rappelle, voilà. Donc débarrassez-vous de ces propos-là. Voilà. Voilà. J'ai compris, Monsieur le Président. Dites-nous, mon collègue, qui de vous le recherchez, arme à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui? Et un de ces hommes a pris la balle à sa place. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Étant proche du président Dadis, étant son ministre de la sécurité présidentielle, pourquoi vous n'avez pas tenté de le dissuader afin qu'il accepte au moins que le blessé, notamment M. Salou Daleng, sorte de la Guinée pour aller se soigner? Pourquoi avez-vous donné des instructions à l'aéroport pour qu'il ne sorte pas? Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. C'est bon, monsieur je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Mon colonel, j'ai une remarque. La plupart de vos témoins ou des auteurs des exactions que vous reconnaissez sont tous morts. Je cite Diamankan, Aïdor, Begré, etc. Et pourquoi ça? Reprenez la question. J'ai dit bien, mon colonel, j'ai dit pourquoi la plupart de vos témoins que vous citez ou des auteurs des exactions que vous-même vous reconnaissez, je parle de ce qui s'est passé au 32 escaliers, sont tous morts. Ah, mais ça c'est indépendamment de moi, ça c'est Dieu. Mais quelle coïncidence. Les exactions qu'on vous reproche, vous reconnaissez ces exactions, mais vous dites que vous n'êtes pas auteur de ces exactions. Les personnes que vous indiquez en tant qu'auteur de ces exactions sont tous morts. Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Le tribunal appréciera. Mon colonel, vous avez parlé de votre bravoure. Moi-même, je suis convaincu de votre bravoure. Mais je suis un peu intrigué. Le jour du 28 septembre, étant à Bambeto ou à Koza, vous avez été informé par la population que les militaires sont en train de tirer sur les manifestants au stade. Au lieu de continuer au stade, vous êtes très influent, vous pouvez arrêter quand même sur le champ
agir sur ces militaires-là, parce que vous êtes très influent dans l'armée, vous êtes parti au camp. Et vous avez vous-même informé le président d'Addis, comme quoi ça ne va pas au stade. Les militaires sont en train de se comporter très mal au stade. C'est vos propres termes. Et le président était très fâché. Comme le président est informé déjà, vous êtes l'homme des missions difficiles. Le président ne vous a pas dit, allez-y au stade. Votre présence pourra empêcher la continuation de ces exactions. Le président ne vous a pas dit, et vous-même, en tant que l'homme fort de l'armée, vous n'avez pas pris l'initiative de partir au stade pour empêcher. Vous êtes rentré chez vous, vous reposez. Et pourquoi? Quelle explication pouvez-vous donner à ça? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Oui. Mais vous étiez informé quand même ce jour-là que la vie des personnes était en danger au stade. Vous avez été informé, vous-même vous l'avez dit ici, vous avez été informé par la population. J'avais déjà répondu à cette question. Non, je veux savoir, est-ce que vous étiez informé que ce qui s'est passé au stade n'était pas normal? Je n'ai pas de réponse. Merci, mon colonel. Est-ce que vous connaissez la société Guinée Plastique? Non. Qui a son siège à Manéa? Non. Qui est dirigée par M. Elhadj Mamadou Ouriba? Non. Mon colonel, vos éléments à votre demande se sont rendus à Guinée Plastique pour arrêter M. Ouriba suite à une plainte de ses ex-employés. Ils sont partis le cueillir. Il a été enfermé dans vos locaux pendant 3 jours. Pour le libérer, vous l'avez demandé de payer 30 millions comme règlement des indemnités pour ses ex-employés. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Est-ce que s'il venait témoigner ça, avec les preuves à l'appui, avec même les plaignants, parce que ces plaignants-là aujourd'hui, ils ont très peur, hein? S'il vient face à face, ce serait bien. D'accord. Je suis prêt à les recevoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Colonel Claude Puvis, quelques questions de précision. Est-ce qu'au cours de votre périple, le 28 septembre 2009, vous avez eu à noter la présence des ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas rencontré, pendant mon trajectoire où j'ai été et retour, je n'ai pas vu une ambulance de Croix-Rouge. Tout de même, fort de votre longue expérience de membre des contingents de maintien de la paix et de votre longue carrière de militaire, pouvez-vous nous dire si vous connaissiez la protection particulière accordée à ces ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas vu les ambulances de Croix-Rouge. Est-ce que ces ambulances sont protégées en temps de paix ou en temps de guerre? Ils ont une protection particulière? Mais même quand nous étions au Libéria, les ambulances de Croix-Rouge, ils ont le plus grand respect. Donc vous confirmez très bien que vous connaissez que ces ambulances-là ne peuvent pas, on ne peut pas entraver leur trajet. Partout, quel que soit le front, ils ont leur respect. Je vous remercie pour la réponse pertinente. Alors, pourquoi
Lors des massacres du 28 septembre 2009, vous avez ordonné à vos hommes d'intercepter une ambulance de la Croix-Rouge. Vous avez fait sortir les blessés et vous avez pu les embarquer à destination du camp Alpha Yaya. Pourquoi? C'est pas vrai. Est-ce que je peux quand même vous informer que ces informations ne sont pas des inventions, mais sont tirées d'un rapport international des plus fiables à la page 30. Je n'ai jamais rencontré Je poursuis. un Croix-Rouge. Je poursuis. Ces personnes qui ont été envoyées au camp, quel sort avez-vous réservé à ces blessés-là? Quelque chose que je n'ai pas vu, comment je vais expliquer? Je n'ai pas vu ces blessés ni une ambulance. Est-ce que ces personnes-là ne font pas le lot des disparus? Je n'ai pas vu. Est-ce que ne peut pas aussi être parmi le lot des personnes ensevelies dans des fosses communes? Je n'ai pas vu. Sur la même lancée, mon colonel, quel a été votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Reprenez la question. Votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux et autres établissements de soins. Quelle a été votre implication? Je n'ai pas été dans un hôpital pour surveiller ou pour regarder, je n'ai pas été. Lorsque vous aviez ordonné à vos hommes de saccager la pharmacie de l'hôpital Donka, c'était à quelle fin? Vous poursuivez quel but? Je n'ai jamais ordonné à mes hommes d'aller saccager une pharmacie. Est-ce que lorsque ces personnes saccageaient la pharmacie, le ministre de la Santé était présent? Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître s'il y avait un ministre présent? Mon colonel, est-ce qu'en dehors de la tenue réglementaire, vous arboriez d'autres éléments sur votre tenue? Ou bien vous êtes, durant tout le long de votre carrière, vous n'avez porté que votre tenue réglementaire? Il n'y a pas eu d'amulette ou de cori ou autre? Vous n'aviez pas coutume de le faire, de porter ce genre de choses? Je vous dis bien, ce dont vous parlez là, la station des Kouris, ça ce sont mes habits donnés par mon grand-père. Donc ça ce sont mes habits de défense. Je le porterai à n'importe où. Est-ce que vous aviez été au courant également que les recrues de Caléa portaient également la même chose? Est-ce que ce n'est pas une certaine inspiration de vous? Là, je n'en sais rien. Mon colonel, quel rôle avez-vous joué dans l'organisation de convois de ces recrues vers le stade et aller comme retour? Je n'ai pas vu un convoi, donc je ne pouvais rien, je n'ai pas vu personne. Mon colonel, à une question de la défense le lundi, la question était la suivante: étiez-vous contre les manifestations du 28 septembre 2009? Et votre réponse a été absolument. Est-ce que c'est ce que j'avais, est-ce que c'est bien cela? Oui. Pouvez-vous dire à cet auguste tribunal pourquoi vous étiez opposé à une manifestation citoyenne? Je ne me suis jamais opposé à la manifestation citoyenne. Je n'ai jamais. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il m'a compris. Vous aviez dit que vous étiez hier, avant-hier, on vous avait posé la question. Étiez-vous opposé à la manifestation du 28 septembre 2009?
vous aviez répondu absolument. Est-ce que vous maintenez cette réponse? Non, non. J'ai dit que moi, je me suis opposé à ceux qui ont manifesté, c'est-à-dire les militaires, donc ils ont manifesté au stade. C'est ça, dans ce sens-là que moi, je parle que je me suis opposé. Merci de la précision. Tout de même, puisque vous avez une connaissance quand même de la protection des hôpitaux et des personnels de la Croix-Rouge, on peut dire que l'ensemble des actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous étiez un homme averti, c'est ce que je voulais dire. La question, c'est pas compris. Est-ce qu'on peut faire, hier, votre avocat souligner qu'il n'y avait pas un élément moral? J'essaie de vous faire ressortir que l'ensemble de vos actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous connaissiez ce que vous faisiez. Je n'ai pas de réponse. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ces atrocités qui vous sont imputables? J'ai bien dit que ça, ce qui est passé au stade le 28 septembre, moralement, en tant que Guinéens, ça nous a tous touchés. Parce que c'est des actes qui ne sont pas faisables. Ça nous a tous touchés. Mon colonel Claude Puvis, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel. Mon colonel, est-ce que vous confirmez que le président Dadis s'était engagé à démissionner le jour que le sang coulera sur le territoire guinéen? Je n'en sais rien de ça. C'est vous qui aviez tenu ce propos. Est-ce que vous le confirmez? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré et un de ses collègues militaires, après leur arrestation à la frontière de la Sierra Leone, ont été amenés au camp Alpha Yaya Diallo, sauvagement attachés? J'ai bien dit ici ce que je connais. Quand c'est de la douane, c'est les douaniers qui ont envoyé des degrés présentés au paix à son âme, au commandant Diamankan. J'étais présent. J'étais présent au BSC, au milieu du BSC, au camp Alpha là-bas. Et automatiquement, le commandant a demandé de les envoyer à 32 escaliers. Est-ce que vous aviez vu comment ils étaient attachés? Je les ai vus, mais ils n'étaient pas sauvagement attachés, ils étaient quand même... C'était humain? Ils n'étaient pas attachés sauvagement. C'était humain? Allô? C'était humain? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mon colonel, puisque vous avez toujours été un homme de terrain pour traquer les malfrats, à chaque fois que vous avez eu à traquer ces malfrats, vous les aviez attachés ainsi ou bien vous les aviez menottés? Moi, il y avait certaines bandits à main armée, tels que le bandit que j'ai arrêté à Ratoma. Là-bas même, ce sont les civils même qui l'ont... Quand je l'ai pris, je l'ai envoyé, on l'a attaché parce que c'était un grand bandit de renommée à Ratoma là-bas. Mais on ne l'a pas attaché sauvagement, on l'a quand même attaché pour faire savoir que ce qu'il a commis, on ne doit pas le laisser là-bas. Sinon, ce dernier allait être brûlé là-bas le même jour. J'ai dit non, il faut qu'on l'envoie au niveau de la gendarmerie le plus proche. Mais est-ce que vous savez que la vidéo existe et elle circule encore? Mais c'est normal, c'est moi-même qui a fait appel à la RTG de filmer. Voilà. Vous dites que ce sont les douaniers qui ont mis ces deux-là à la disposition du commandant du bataillon. Alors que nous avons vu des bérets rouges. C'est des bérets rouges qui les ont amenés. Qu'est-ce qui est vrai? Mais quand je vous dis que ça a été devant moi-même. Ils ont envoyé, j'étais présent avec le commandant Diamankan.
J'étais présent. Moi, c'est un béret rouge. J'étais présent. C'était des bérets rouges ou bien des douaniers? Non, ce sont les douaniers, la gendarmerie de Pamalap qui l'ont envoyé. D'accord. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya était une unité de la gendarmerie ou de la police? Le camp Alpha Yaya, ça c'est l'armée de terre. C'est une unité militaire. Tous les malfrats que vous avez eu à arrêter, vous les avez déposés au camp ou bien entre les mains des enquêteurs? Les malfrats tels que comme j'ai dit, les débris là, ainsi de suite. C'est là quand on les envoie, on les met à la disposition du père à son âme, le commandant du bataillon. Oui, je veux savoir, les malfaiteurs doivent-ils être présentés aux enquêteurs ou bien ils doivent être amenés au camp pour être incarcérés? Ah, ça, c'est le devoir du chef de bataillon. Maintenant, quand ils viennent, on le met à sa disposition. C'est à lui maintenant de les envoyer à la gendarmerie pour les enquêter. Et s'ils avaient été amenés à la gendarmerie? Bon, moi, je n'ai pas compris ça. Pourquoi ils n'ont pas été présentés à la gendarmerie? Je n'en sais rien, puisque ce n'est pas ma portée. C'était des bérets rouges, non? Qui? Bégré et son collègue, c'était des bérets rouges, non? C'est les porteurs de bérets rouges. Sinon, lui, ce n'est pas un béret rouge. Il n'a jamais suivi une formation parachutiste. C'est comme chacun se portait le béret rouge maintenant, le temps là. Mon colonel, vous avez dit ici que tous les membres du régiment portaient le béret rouge. Est-ce que c'est à cause de ça que Bégré et autres portaient le béret rouge? Justement, je vous ai dit que une fois au niveau de notre régiment, et quand vous êtes détaché maintenant à partir de camp Koundara ici, tous ces là maintenant étaient en béret rouge. Voilà. Et c'est lui-même qui était le chef de ces gens-là. Voilà. Alors, tous les bérets rouges relevaient de vous, non? En tant que ministre de la sécurité présidentielle. Je vais revenir en arrière. Moi, j'ai bien dit que tous les bérets rouges ne relèvent pas de moi. Il n'y a qu'un certain noyau qui relevait de moi. Et Bégré ne faisait pas partie de ce noyau-là? Non, mais Bégré, il relève du salon. Le salon n'est pas commandé par moi. Mais le salon est commandé par le président, non? Le salon a un chef qui était le commandant Toumba. Oui, le commandant Toumba était comment dirais-je, commandé par le président, non? Bien sûr. Voilà. Et vous étiez attaché au président, non? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre de la Sécurité